En fait, quand j'explique mon métier, les gens comprennent pas souvent, puisque les artistes, tu partages leur quotidien, leur culture. Et toi, ton rôle, c'est de les emmener et puis de faire en sorte que, à leur H, ils soient sur scène. Le côté le plus excitant finalement du boulot, c'est de te dire ce show complètement dingue, je le rends possible en fait. Ça te remplit quoi, tu vois, c'est extrêmement satisfaisant comme sensation. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Ils remplissent les plus grandes salles, mais personne ne les connaît. Ils sont en même temps organisateurs de tournées, babysitters des stars, et parfois même conducteurs de bus. Les régisseurs de concerts dévoilent leur intimité avec les artistes, et leurs aventures musicales, toujours derrière la scène. Bienvenue Backstage. Épisode 1, Vie ma vie de régisseur. Je m'appelle Madly Mendy Silva, je suis régisseuse. Philippe Guerrero, et je suis régisseur depuis 25 ans. Je m'appelle Jean-Philippe Pernet, on m'appelle JP. Je m'appelle Boris Mémy, je suis le régisseur de Christophe Chassol. Je m'appelle Christophe Pommier, je suis régisseur et directeur technique pour des groupes comme NTM, comme MHD. Et j'ai travaillé avec plein d'artistes. Sofiane, David Murray, Angélique Kidjo, Korn, Camille Basbaz, Magic Malik, Miosek, Tony Allen, théâtre avec Charlotte Rampling, avec Salif Keita aussi. Je suis une sorte de babysitter, big babysitter. Je gère d'un problème de micro sur scène jusqu'à un problème de gastro dans le bus, jusqu'à un problème de gueule de bois, jusqu'à un problème, y a trop d'air dans le vent, l'eau est trop mouillée, enfin il y a tout ça à gérer quoi. Voilà. Je travaille avec Marilyn Manson sur le festival de Nîmes. On est dans les arènes de Nîmes, donc un endroit super beau. Et puis l'après-midi, je regarde, il y a des runners, on appelle ça des runners, c'est des coursiers qui vont faire les courses pour tout le monde. Et je vois sur la liste croquettes pour chiens. Alors je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi il veut des croquettes pour chiens? Et donc on mène l'enquête et on s'aperçoit que Marilyn, en arrivant à son hôtel, il y avait un jeune chien qui était dehors, qu'il a trouvé sympa et qui l'a suivi. Il a pris le chien, il est monté avec lui dans sa chambre. Sauf que le chien avait des propriétaires et que les propriétaires cherchaient leur chien partout. Donc, les métiers de régisseur, c'est aussi négocier avec un couple de gens qui ont perdu leur chien et qui est dans la chambre de Marilyn Manson, de son hôtel 5 étoiles. Bougez pas, on va vous retrouver votre chien. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est des trucs un peu débiles des fois. Ça, voilà. Quand je parle de ce métier-là, je dis souvent qu'on est chef de colo. Ça paraît ultra ludique, mais je crois que ça dit vraiment l'ensemble des choses. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la responsabilité que le show se passe dans les bonnes conditions. Et de colo, parce que c'est vraiment beaucoup aussi de la gestion humaine et de la gestion de groupe. T'es un bon organisateur de colo, ouais. T'emmènes des gens en tournée, tu les emmènes en voyage, tu vois, et puis tu t'en occupes. Et c'est vrai que tu les babysites pas, mais tu n'imagines pas le nombre de fois que tu dois répondre à la question c'est quelle heure demain, tu vois. Alors que tout le monde a une feuille de route, tu les as déjà prévenus, on a des groupes WhatsApp, on s'échange des trucs, mais combien de fois tu vas entendre c'est quelle heure au fait demain, tu vois. Ah ouais, si tôt, putain. Dans une journée d'un régisseur, il y a des moments assez forts. Quand on ouvre les portes du camion le matin, quand on regarde et qu'on s'aperçoit la tâche du travail qui nous attend, ça c'est quand même le truc. L'autre temps fort, c'est l'ouverture au public. Ça, c'est ce moment-là, c'est quand tout est prêt et qu'on a réussi à finir les balances, que tout le monde est OK au niveau dans tous les départements. Quand j'entends les départements, c'est au son, à la lumière, à la billetterie, les gens de la salle, à la sécurité. Et ça passe par le régisseur, le top départ, si tu veux, du truc. En anglais, on dit open doors. Et tu vois des mômes qui courent. Moi, j'ai assisté une fois au lancement, à l'ouverture des portes de Carré, des charrues. Oui, c'était l'année où il y avait les Allemands de Rammstein. Et donc, c'était assez impressionnant de voir tous les gothiques avec des plateformes boots sous un soleil de plomb en plein mois de juillet qui couraient dans les champs pour regagner le devant de la scène, si tu veux, à l'ouverture des portes. Et j'en garde un souvenir ému, en fait. Et puis, il y a le troisième moment aussi qui est l'entrée sur scène de l'artiste. Et quand on demande le noir-lumière, on passe d'un état de rien à lumière. Et là, tout arrive et tout commence.
Ça, c'est le début d'une histoire, en fait. Parce qu'on peut pas faire ce métier si on en a absolument rien à foutre de l'histoire qui va être racontée, de la personne qui va monter sur scène, de l'engagement de la personne, de tout ça. Ça, c'est pas possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est noir, lumière. Voilà. Noir, lumière. Le tour de NTM, donc le dernier concert à Bercy, on est plein à être arrivé à 7h30 du matin parce qu'il fallait qu'on s'approprie aussi, nous, nos émotions et qu'on arrive à les sortir avant que tout le branle-bas de combat se mette en route. Parce qu'on savait qu'on enterrait un des plus grands groupes de rap français que l'histoire ait connu à ce jour. On était 230 personnes, je crois, à travailler sur ce concert. Et puis les mecs arrivent, Joey Star et Cool Chain, Lord Co-City, il y avait Zox, il y avait Bustaflex, il y avait Tuco, il y avait Grain de Sable, il y avait les Raga Sonic. Il y avait 14 artistes à gérer sur la tournée. Voilà, tu parles quand même d'une grosse machine, tu vois. C'était à Bercy, t'as 16 000 personnes qui vont arriver dans la salle déchaînées. Donc ça commence. Les mecs sortent de la scène, le concert c'est parti, t'as 2 heures de show, c'est carré, tu vois. C'est l'autoroute, le truc c'est l'autoroute. Avec des moments d'émotion très forts. Quand t'as un de tes enfants qui est dans la salle et puis qui se met à chanter « Laisse pas traîner ton fils », tu vois, ça te parle directement. T'as des espèces de pics d'émotion parce que tu sais que Raga Sonic qui montent sur scène pour faire leurs 2 morceaux avec NTM, tu sais que quand ils vont sortir, ils remonteront plus jamais sur scène avec eux. Avec des moments d'émotion très forts. Moi je suis né à Saint-Denis, j'ai le même âge qu'eux, enfin on a grandi dans les mêmes quartiers. Après on dit les mecs du 9-3 c'est des bons à rien, mais la preuve que non, tu vois. En plus t'es potes avec tous ces gens-là parce que tu les connais, tu les côtoies au quotidien. C'est tous des gros caractères, mais c'est des gens qui sont très famille. Parce que c'est des gens qui ont tellement peu confiance aux gens que quand ils ont confiance, ils te la donnent à 100%. C'est des gros lascars, et tu les vois se tomber dans les bras, se faire des câlins et tout, et tu te dis, ouais, en fait, c'est des humains, en fait, tu vois. Et puis toi, t'as la boule qui monte, faire un dur, parce que t'as le timing du concert, tu vois le timecode qui défile, et tu sais où t'en es dans le concert, et tu sais que là, il reste genre 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. NTM, c'est terminé. Et là, t'as un espèce de truc qui monte, ça me remonte un peu là d'ailleurs, ça me fout les poils et tout. Et le concert se termine, tout le monde se tombe dans les bras. Il y avait ma femme sur le côté de la scène, et je me suis tourné vers elle, elle était en larmes. Et ça fait un truc, tu vois, et les artistes montent en loge, boire des coups, s'amuser, voir leurs potes, ce qui est normal. Toi, t'as 250 personnes que tu mets en branle pour tout déménager, parce que, évidemment, Bercy, le lendemain, la salle, elle est pas vide. Il y a un autre concert qui doit s'installer. À 4h du matin, toi, faut que tu sois parti. T'as 18 smirmorques à charger. Tout le monde a des casques, des pompes de sécu, des gants. Il y a ça court de partout. Il y a des camions qui rentrent, qui sortent. Et puis là, t'es au milieu de tout ça. Et là, t'as un Joey Star qui arrive et qui va saluer tout le monde. Tu vois, le mec est pas obligé, en fait. On n'est rien, en fait, en vrai. Et le mec vient pas saluer que les gens qui ont fait toute la tournée, c'est-à-dire on était un noyau dur de 40 personnes. Et il vient pas saluer que ces gens-là, il salue tous les roads, il salue tout le monde. Et tu vois, là ça te fait un truc, tu te dis putain, j'étais pas prêt et je le suis toujours pas. Le mec s'est arrêté à côté de moi, il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassé. Ça se termine en fait que nous, entre nous, le gros noyau dur, on se retrouve, on boit tous un coup ensemble. Il y a un grand silence dans la loge. On se regarde et on se fait putain, on l'a fait quoi. On a réussi à sortir ça de terre avant de les enterrer un peu. Mais je crois que c'était 12 dates. Mais c'est 12 dates intenses, hein, tu vois. C'est le Palais 12 à Bruxelles, c'est 20 000 personnes. En Suisse, on a fait un 18 000. Truc de fou quoi. Sur la tournée de Salif Keita, on décharge, on arrive sur le plateau et là je vois que le gars du plateau est en train de caler plein de choses mais en parlant que aux garçons de l'équipe.
Donc on est plusieurs à se regarder comme ça et on s'amuse déjà de la situation, donc on dit rien sur le coup. Et puis quelques minutes passent comme ça, et à un moment, il y a un des gars qui lui dit mais tu sais là, tu discutes de ça avec moi, c'est cool, hein, mais en fait c'est avec elle qu'il faut que tu vois, parce que c'est elle la régisseuse du groupe. Et là, il y a eu un petit moment de solitude de ce gars-là qui, en plus, n'était absolument pas contre moi, mais c'est juste que dans son inconscient, si tant est qu'il y avait une fille dans cette équipe, c'était pas possible que ce soit elle la chef d'équipe et que ce soit elle la régisseuse. Et du coup, on a beaucoup ri de cette situation. Bon, moi, évidemment, je n'ai pas marqué le coup, il n'y avait aucun intérêt à faire. Je pense qu'il était déjà tout seul dans son joli bourbier. Donc, on a beaucoup ri de ça, et voilà. Allez. On balance dans un quart d'heure, les gars. On a un peu de retard quand même. On trouve quand même de plus en plus de femmes régisseuses qui ont 20 ans, 25 ans et qui, elles, commencent à aller sur les routes, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Une autre histoire bien, c'est quand même celle d'Ina Deyard, où c'est un collectif jamaïcain où la moyenne d'âge est environ 65-70 ans dans le bus. Il y a quelques petits jeunes qui sont là pour chanter, mais sinon c'est des vrais icônes, quoi. C'est des mecs qui ont tutoyé Bob Marley, c'est des mecs, des icônes, quoi. Et donc j'ai eu la chance de partager leur vie. Parce que d'un seul coup, j'ai été promu au rang de Rasta Blanc. J'avais la chance déjà d'être cautionné par Winston McAnuff, avec lequel j'avais travaillé dans le cadre d'une autre tournée avant. Attention! Donc il y a eu une histoire de confiance qu'il a fallu installer au début. C'est des vieux de la vieille, tu vas pas leur apprendre comment faire un concert, tu vas pas leur apprendre. Ils m'ont toujours impressionné parce qu'ils sont tellement dissipés. Dissipés avec des nuages qui se dissipent autour d'eux toute la journée. Dans le bus, c'est Macao, quoi. Et tu te dis, c'est pas possible, j'arriverai jamais à les emmener tous au même endroit. Quand je dis tous, on parle d'une bande de 18 à 20 personnes, avec des légendes dedans, avec Ken Boothe, avec Horace Andy qui en plus a cette petite maladie, je sais plus comment ça s'appelle, assis au bout de plus de 2 minutes dans un endroit s'endort, fait des crises en pleine nuit. Ils sont tous un peu allergiques au tourbus, parce que dans un tourbus, on dort dans une espèce de petit compartiment qui leur fait penser à un cercueil. Alors ils veulent pas dormir dedans, ils veulent dormir en bas, assis. Il y en a qui dorment les yeux ouverts parce que sinon il y a un espèce d'esprit malfamé qui va venir leur piquer, leur ouvrir les yeux pendant la nuit. Enfin bref, on doit faire avec leur délire, mais s'assurer qu'ils ne manquent de rien et s'assurer que techniquement tout roule. Ça a été très très formateur pour moi. Des trucs lunaires, tu rentres dans le bus, il est 2h du matin, eux ils sont là, ils ont chacun la pipe au bec, et puis tu te dis que t'as mal au dos, t'as mal à la tête, et il y en a un qui monte dans sa petite cahute, qui ressort une espèce de fiole, ils appellent ça la boisson de feu, ils te parlent de dja, de machin, ils prennent ça, ils te le mettent contre la nuque, il fait 3 tours autour de toi, ils cassent une chips, alors c'est risible, mais pour eux c'est très sérieux en fait. Je sais pas si c'est les vapeurs ou autre chose, mais ça fait du bien, en tout cas. Tu sens que eux, c'est une autre culture, le rapport à l'autre est différent, le rapport à la musique est différent de nous, quoi. Une fois j'ai perdu les pédales, une fois j'ai arrêté mon métier. Je bossais pour une salle qui s'appelle le Shabada à Angers, une salle très connue dans laquelle j'ai été directeur technique pendant 7-8 ans. Et là on accueillait un artiste qui est un espèce de gros bluesman, mais un mec, je sais pas, 150 kilos, 1m60, et le mec d'une impolitesse et d'un irrespect total. Pas bonjour, toujours en train de pester dans tous les sens. Donc pendant la balance, il était comme ça, je dis bon c'est pas grave, il est mal luné. Je fais son son de retour et tout. Le mec à la fin de la balance quitte le plateau, passe à côté de son régisseur, le regarde et lui dit en anglais, lui dit celui-là, à partir du moment où ça joue, il faudra penser à lui couper les doigts. En gros ça veut dire qu'il faut plus que je touche à rien. Le concert arrive. Il commence un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, et au bout du 3e morceau, je sais pas, je suis devenu sa cible. Il m'insultait devant les gens. Fucking guy, the man at the monitor. Enfin bref, ça m'a saoulé. Et à un moment donné, il me regardait, j'étais visible du public, et là j'ai fait un gros doigt, quoi. J'ai fait un gros doigt en l'air et je me suis reculé de la console. Et là, le mec commence à jouer, ça allait pas, il recommence à m'insulter en me demandant un truc, et je ne touchais plus à la console. Et là, il pose sa guitare devant le public. Et il vient vers moi, et là, je me dis, ça y est, je suis foutu, quoi. Le mec, il a 150 kilos qui arrive devant moi.
tous les gens qui étaient à la console de retour derrière moi qui d'un seul coup s'écartent et je me retrouve nez à nez avec ce beau bébé. Et je me suis dit, je vais m'en prendre une, quoi. Il arrive face à moi, et là il me tombe dans les bras, et il me dit, man, it's a game, it's for the show, it's for the show. Je lui ai expliqué que moi c'est même pour un show, quoi, qu'on ne me traitait pas d'enculé, machin, et tout ça. Et donc il est retourné sur scène, et après il a utilisé monsieur, à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Monsieur, mister, mais de manière très hautaine. Et fin du concert, le bonhomme est juste passé devant la console. Il m'a regardé comme ça, en me montrant du doigt à l'américaine, là, tu sais comme ils font, tous les Tom Cruise et compagnie. Et il m'a dit « Thank you, mister !» Et il s'est barré. Donc voilà la seule fois où j'ai vraiment baissé les bras. J'ai moins de patience avec ma famille qu'avec les artistes. Mon métier consiste à être un très bon psychologue. Je sais pas, c'est pouvoir être réactif, mais pas être non plus à la solde de l'artiste. Enfin, si le gars me demande des frites à 4h du matin, si c'est pas Gérard Depardieu, je le fais pas, quoi. Je l'ai fait pour lui, c'est même pire que ça. J'ai même fait ouvrir des cuisines de resto à 4h du matin. Enfin, le gars mange beaucoup, donc... Mais sinon, non, tu peux pas... Les caprices, c'est pas à moi de les gérer, c'est au manager. Je peux pas concevoir de passer entre 100 et 130 dates par an avec une personne que j'aime pas, qui la musique m'emmerde, enfin... Mais c'est un choix aussi, hein, ce qui m'a coûté aussi des affaires qui auraient pu me rapporter beaucoup d'argent ou de la notoriété, entre guillemets, tu vois. On fait ce métier pour être libre, et si tu sais pour te mettre un boulet au pied parce que tu pars sur une tournée en te disant je vais prendre du pognon, même si je vais m'emmerder, je prends du pognon, bah non, moi c'est pas mon idée en fait. Sur une tournée d'MHD, on part en Afrique, le mec ne m'a pas adressé la parole. Tu vois, pour lui, j'étais vieux. Toi, t'as 50 balais, t'arrives avec des membres de 20 ans, et là, il n'y en a pas un qui te parle, tu vois, t'appelles la prod, tu dis, moi, si c'est comme ça la tournée, je vais faire 2 dates, je vais arrêter, tu vois. Et en fait, le lendemain, au petit-déj, les mecs sont venus manger avec moi, on a discuté, on a appris à se connaître, et on a passé des moments mais incroyables sur cette tournée, parce que le gamin, il est adorable, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des gens. Et alors je vous raconte un peu ma vie, ma fille vit à l'étranger avec sa mère, et son anniversaire c'est le 26 janvier, et du coup, la première cigale de MHD, le premier concert parisien, c'est le 26 janvier. Je dis, ah merde, je vais voir MH, je lui dis, mec, moi la date, je me fais remplacer, je vais pas la faire, c'est l'anniversaire de ma fille, je vais pas la faire. Et je vois bien que ça le travaille, tu vois, pendant quelques semaines, il vient me voir, il me taquine, il me presse un peu, genre, mais ouais, mais faut que tu sois là, t'es obligé, on peut pas le faire si t'es pas là. Hein. Et là, le gars, il me dit, ouais, de toute façon, le problème est résolu, j'ai acheté des billets d'avion pour ton ex-femme et pour ta fille, pour qu'elle soit là au concert, comme ça on est sûr que t'es là. Tu vois, MHD, c'est ça. Tu vois, c'est que le mec, il peut ne pas te parler, et puis d'un seul coup, le mec, il a un éclair, et il vient te voir et dit... oh bah tiens, voilà les billets d'avion, si tu veux, on leur paye l'hôtel et tout, je me suis arrangé. Elle habite loin, ma fille, hein, tu vois, elle habite en face de la Mauritanie, donc c'est des billets d'avion chers, il prend pas un billet, il prend 2 billets. Le mec, il fait venir mon enfant, tu vois. Ça m'a touché au plus profond de moi, en fait. Quand tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24, peu importe l'artiste, il y a beaucoup de productions qui vont te dire faut prendre de la distance avec l'artiste, faut pas oublier qu'on est régisseur, que machin. Mais c'est quelque chose qui est très facile à faire derrière un bureau. Quand tu vis avec l'artiste, quand tu gères de son mal dedans à sa rupture avec sa meuf, tu deviens le confident de l'artiste pendant cette tournée-là, quoi. T'es même des fois d'astreinte la nuit à 3h du matin, tu reçois un petit texto, tu dors. Non, tu dors pas, tu te retrouves en bas à l'hôtel, tu fumes une clope, tu refais le match. Tu bosses avec des gens qui sont adulés par des milliers, des millions de personnes, qui se retrouvent dans des salles complètes avec des gens qui crient leur nom, et d'un seul coup, à 2h du matin, l'autre il devient normal. Il est comme moi, à l'hôtel, et il est tout seul, et il se dit « Ah !» Il y a cette espèce de solitude immense de l'artiste, je la comprends. J'ai eu la chance de travailler avec Miosek pendant des années. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments durs, des moments forts. Il sait beaucoup de choses sur moi, je sais beaucoup de choses sur lui. C'est con, hein, mais comme si on était des amis, quoi, quelque part. Mais peut-être qu'on l'est, on va savoir. Je sais pas.
tous les soirs, Miossec, il monte sur scène, il enfile ses gants de boxe, quoi. Je me souviens notamment d'une superbe date de Miossec aux Vieilles Charrues, il y a 4-5 ans, 6 ans. Et là, quand t'as 60 000 personnes qui reprennent toute la chanson de A à Z, que toi, t'es sur le coin de la scène, t'as des espèces de trucs qui te grattent sur les bras, c'est des poils qui sont en train de s'hérisser, et tu te dis, putain, j'en passe des moments de merde, mais voilà, tu les oublies tous d'un coup d'un seul parce que ça. Parce que tu vois la gueule de tes amis musiciens sur scène qui prennent cette bouffée d'émotion. Et ouais, c'est des moments magiques. Thank you. La mentalité, c'est show must go on en fait. Hein. C'est ça, le but c'est que ça joue. À suivre sur arteradio.com.